Alors, les Amazones sont une source essentielle d'inspiration pour qui veut créer une femme guerrière en fantasy, à l'instar des Valkyries ou de Jeanne d'Arc. Figures mythologiques et ou historiques, elles font partie de l'imaginaire collectif des auteurs comme des lecteurs. Les Amazones nourrissent depuis longtemps les littératures de l'imaginaire. Que l'on songe, on a parlé de Wonder Woman, qui est née en 1941, fille de Zeus, élevée chez les Amazones avant de découvrir le monde des mortels. Ou encore, pour citer un autre auteur, les réécritures des textes antiques comme la trilogie 3 de David Gemmell. Cependant, peu avant, Marion Zimmer Bradley travaille le mythe des Amazones sous son aspect communautaire. Wonder Woman ne devient Wonder Woman que lorsqu'elle quitte l'île des Amazones. Et les Amazones chez Gemmell ne sont qu'une poignée d'épouses réunies par Andromaque juste avant la destruction de Troie. L'Amazone, dans les univers imaginaires, est souvent une figure solitaire, unique en son genre, singulière. Dans l'œuvre de Bradley, Amazone est toujours au pluriel. C'est que Marion Zimmer Bradley aime réécrire la matière historique ou mythologique. Avec The Mist of Avalon, publié en 82, traduit en français par Les Dames du Lac, l'autrice américaine réinvente la légende arthurienne en prenant le point de vue des femmes. Viviane, Hygerne, Guenièvre, Morgane, elles deviennent les personnages principaux dans un mouvement qu'Alicia Ostriker a nommé en 82 le révisionniste mythmaking. Bradley retravaille avec une même volonté la matière homérique. Avec The Firebrand, La trahison des dieux, publié en 87, elle retrace la guerre de Troie en adoptant le point de vue de Cassandre, fille de Priam, ayant voyagé parmi les Amazones avant de devenir prêtresse d'Apollon. Dans ce roman, qui dénonce, je cite, le caractère mensonger de l'épopée chantée par un Aède dans le prologue, la communauté des Amazones dans laquelle Cassandre s'initie à la guerre fait contrepoint aux sociétés patriarcales que sont Troie et le camp grec. Mais c'est une autre œuvre de Marion Zimmer Bradley où cette communauté joue un rôle plus central que nous évoquerons ici. The Darkover Series, ou La romance de Ténébreuse en français, est un ensemble de romans et de recueils de nouvelles publiés entre 1958 et 1996 et qui ont pour cadre une autre planète que la nôtre et qui donnent son nom au cycle Ténébreuse. Combinant les codes de la science-fiction et ceux de la fantasy, la romance de Ténébreuse est le parfait exemple de ce genre que les critiques nomment science fantasy. Cette contamination générique permet au lecteur de découvrir les Amazones sur une autre planète que la Terre. Mais dans quelles conditions apparaissent-elles? Comment Bradley justifie-t-elle leur existence et leur appellation? En quoi ces personnages féminins qui se sont donné le nom de renonçantes réactivent-elles la figure et le mythe des Amazones? Dans un premier temps, je vais décrire rapidement le cycle des Amazones libres et sa place dans la romance de Ténébreuse, qui est une œuvre tentaculaire aux multiples âges et enjeux. Puis, je relèverai les principaux points qui font des renonçantes de nouvelles Amazones. Et enfin, nous aborderons un développement particulier à Bradley et à Ténébreuse, la réception créatrice de la saga, puisque des lectrices ont pris la plume pour développer encore davantage l'imaginaire des Amazones libres. Donc, la romance de Ténébreuse est une œuvre tentaculaire, pas moins de 21 romans écrits par Marion Zimmer Bradley, avec quelques collaborations et plusieurs recueils de nouvelles sur lesquels nous reviendrons. Ces 21 romans sont relativement indépendants les uns des autres, et selon l'autrice elle-même, ils peuvent être lus dans n'importe quel ordre, même si elle conseille l'ordre de parution, puisque son écriture se serait améliorée avec le temps. Mais les lecteurs, comme les éditeurs, ont proposé un autre ordre de lecture correspondant à la chronologie de Ténébreuse, à l'histoire interne de la planète. Donc ici, je vous ai apparu par ordre chronologique les différents sous-titres proposés par l'éditeur Pocket pour la France. Donc le premier âge, c'est l'atterrissage. Il est composé d'un seul roman. J'ai fait des effets spéciaux, vous allez voir. Pour voir en fait que vraiment, du coup, tout se remélange si on prend l'ordre chronologique. Donc l'atterrissage, il n'y a qu'un seul roman, c'est La planète au vent de folie, qui correspond vraiment à un roman de science-fiction, puisqu'on a le voyage en faisceau spatial, l'atterrissage sur la planète, etc. Les romans suivants, réunis sous le titre Les âges du chaos, se déroulent environ 1000 ans après La planète au vent de folie. Les Ténébrants ont tout oublié de leurs origines extraplanétaires et la société est ici de type féodal, dominée par une magie fondée sur des pouvoirs psychiques. Ces âges du chaos correspondent davantage alors à un univers classique de fantasy. Les 100 royaumes sont dans le même esprit de conflits féodaux entre différents seigneurs. À partir de là, les chronologies diffèrent selon les versions, car certains romans se chevauchent. Mais les éditions Pocket ont choisi de placer le roman La Redécouverte à part,
car il narre la redécouverte de Ténébreuse par l'Empire terrien, confédération de différentes planètes. La science-fiction ici croise la fantasy. Enfin, le cycle qui nous intéresse aujourd'hui, les Amazones libres. Ces romans se déroulent peu de temps après la redécouverte et le développement des Amazones et de leur communauté est parallèle à l'établissement de contacts entre les Ténébrants et les Terriens. Les deux derniers cycles, sur lesquels je vais aller vite, sont organisés autour de deux personnages, Damon Rydno et Régis Astour, et racontent l'ouverture des Ténébrants aux technologies terriennes et la découverte de la magie ténébrane par les Terriens. Donc voilà pour la réorganisation du cycle. Aujourd'hui, entrer dans la romance de Ténébreuse n'est pas chose aisée. Faut-il suivre l'ordre de parution, au risque de se perdre dans les différentes strates temporelles, ou bien suivre les cycles créés rétrospectivement pour accéder à une meilleure cohérence de cet univers fictif? Pour ma part, j'ai choisi la seconde voie. La chaîne brisée, la maison des Amazones et la cité Mirage forment un véritable ensemble, car nous suivons les mêmes personnages. Jaël, jeune femme qui a grandi dans les villes sèches, où les femmes sont littéralement enchaînées, et qui va devenir ensuite une Amazone. Et on suit également Magda, une terrienne née sur Ténébreuse, et qui devient agent de renseignement pour l'Empire terrien. Elles vont se rencontrer lorsque Magda va entrer chez les Amazones pour pouvoir se déplacer librement dans cette société, patriarcale pour retrouver un ami kidnappé. La chaîne brisée est le premier roman de la saga qui présente la guilde des Amazones. Mais des personnages d'Amazon sont apparus dans plusieurs romans avant, notamment le tout premier, Projet Jason, en 1958. Mais qui se place, comme vous avez pu le voir dans la démonstration, bien après la période du cycle des Amazones libres. La fondation de cet ordre n'est pas réellement racontée dans le cycle, mais elle se laisse deviner dans le roman Le Loup des Kilgardes. Jacques Guammard, qui préface le recueil de nouvelles intitulé Les Amazones libres, explique ainsi la création a posteriori de la fondation de la communauté des Amazones. Donc je le cite ici et c'est affiché derrière moi. Patricia Matthews, un des auteurs cités dans le présent volume, inventa la sororité de l'épée. Marion lui emprunta l'idée, avec son autorisation bien sûr, et dans Le Loup des Kilgardes, 1980, elle lui opposa une autre confrérie féminine, celle des prêtresses d'Avara, en laissant prévoir que ces deux groupes allaient finir par converger vers la fin de la période des 100 royaumes pour former la guilde des Amazones. On voit déjà à travers cet exemple l'importance des apports des lectrices et autrices de Ténébreuse. Mais avant de nous interroger sur l'interaction entre réception et création, nous allons nous intéresser aux éléments qui font des renonçantes de nouvelles Amazones, en examinant d'abord comment elles ont été introduites dans l'univers de Ténébreuse. Comme je l'ai dit, quelques personnages de femmes indépendantes interviennent dans les romans précédents, mais c'est avec la chaîne brisée que la guilde des Amazones apparaît comme une sororité constituée. Ce roman s'ouvre par le serment des Amazones libres. Avant d'entrer dans la narration à proprement parler, le lecteur découvre ainsi le serment que doivent prononcer celles qui veulent devenir des Amazones. C'est une véritable déclaration d'indépendance, je vous laisse lire parce que c'est un petit peu long. Mais voilà, à partir de ce jour, je renonce au droit de me marier, hormis en union libre. Je ne serai lié d'Icaténas à aucun homme, etc. C'est une vraie déclaration d'indépendance par rapport aux hommes. Dans un premier temps, nous allons nous pencher sur le nom donné à ces femmes indépendantes, car deux termes semblent entrer en concurrence, Amazone et renonçante. Dès les premières pages de la chaîne brisée, le terme d'Amazone est utilisé. Le lecteur découvre Kindra et ses consoeurs alors qu'elles installent leur campement dans une ville nommée Ville Sèche, ouvertement misogyne, puisque comme je l'ai dit, dans cette région de Ténébreuse, les femmes sont enchaînées, vraiment pieds et poings liés, par les hommes. L'arrivée d'Amazone est donc vivement remarquée par les hommes aux alentours. Et vous autres, venez jeter un coup d'œil par ici, ce sont des Amazones libres qui viennent des domaines, les domaines étant l'autre région du monde. Effectivement, l'adjectif libre qualifie très souvent le terme Amazone sans que cela soit expliqué. Je pourrais ainsi multiplier les exemples dans lesquels ces femmes sont désignées ou se désignent elles-mêmes comme Amazones. Lorsque Kindra, la chef de l'expédition, rabroue l'une de ses protégées, elle s'exclame « Cela est indigne d'une Amazone libre ». Une question se pose face à cette dénomination. Alors que les Ténébrants ont oublié leurs origines terriennes et par conséquent les références culturelles terriennes, comment peuvent-ils utiliser une référence antique comme celle des Amazones ?
Il faut finalement attendre le deuxième tome de la trilogie, La Maison des Amazones, pour trouver une explication. En effet, dans ce volume, la dénomination des Amazones s'affine. Dès le début du roman, Magda, terrienne devenue Amazone, réfléchit à son nouveau statut en ces termes. Et c'est à cette identité ténébrane, à Margali, non Magda, que je dois maintenant être fidèle. Et non seulement à Margali, mais à Margali Enna Isabeth, renonçante des commis Letzi, que les terriens appellent Amazone libre. Voici donc l'explication de cette dénomination. Ce sont les terriens qui ont attribué le surnom d'Amazone à ces femmes indépendantes. Cette explication semble logique et sera développée plus avant dans le roman. Je cite toujours le texte. Ce nom de guilde des Amazones libres, communément utilisé par les terriens et dans l'Empire, commença-t-elle, n'est qu'un malentendu romanesque, fondé sur une légende terrienne traitant d'une tribu de femmes indépendantes. Le véritable nom de la guilde, traduit du ténébrant, serait plutôt Ordre des renonçantes. Mais cette explication a posteriori créé une incohérence, puisque dans le premier tome, tout le monde, ténébrant comme terrien, utilise unilatéralement le terme d'Amazone, alors que ces deux peuples ne se sont pas encore côtoyés. Le malentendu romanesque a alors ici un sens très littéral, puisque Marion Zimmer Bradley revient sur sa propre terminologie, phénomène connu sous le nom de retroactive continuity ou retcon, évoqué notamment par Richard Saint-Gelais dans son ouvrage Fiction transfuge. Après cette rectification, les deux termes continuent d'être utilisés selon la focalisation choisie. Les terriens optent davantage pour Amazone, tandis que les femmes de la guilde utilisent plutôt le terme renonçante. Magda, avec cette identité double qui la caractérise, utilise les deux, comme dans l'exemple tiré de La Cité Mirage, le 3e tome. Je cite « Elle observait encore scrupuleusement toutes les obligations du serment des renonçantes. Elle était une Amazone libre, non seulement en parole, mais en esprit. » Donc là, on a vraiment les deux termes qui sont côte-côte. Cette rectification amène une autre interrogation. Pourquoi ces femmes se nomment-elles renonçantes? À quoi renoncent-elles? Il faut revenir au serment des Amazones libres et aux termes utilisés. Par ce serment, les femmes déclarent, je cite, « renoncer au droit de me marier, hormis en union libre ». Elles renoncent également, je cite le texte toujours, à toute allégeance à une famille, un clan, une maison, un tuteur ou un suzerain. De fait, elles renoncent au droit des ténébranes, renoncement qui peut nous sembler, du point de vue des lecteurs, plutôt une libération qu'un renoncement. Cette distinction terminologique faite, nous pouvons nous demander pourquoi les terriens, en découvrant Ténébreuse et cet ordre de femmes, ont attribué à ces femmes ce surnom venu d'une légende terrienne, pour reprendre le texte. C'est que le terme d'Amazone englobe toute une série de stéréotypes qu'on a déjà pu évoquer pendant le colloque. Que ce soit les terriens ou les hommes et les femmes de Ténébreuse, certaines croyances au sujet des Amazones perdurent. Les renonçantes seraient toutes des garçons manqués, à l'allure masculine, des guerrières agressives, haïssant les hommes et préférant les relations lesbiennes. C'est par les terriens et les ténébrants que le lecteur découvre ces idées reçues. Dans la première partie de La chaîne brisée, c'est Dame Rohanna, une noble, qui engage une troupe d'Amazones pour aller secourir une parente et sa fille, enchaînées dans la ville sèche dont j'ai déjà parlé. Et c'est par Dame Rohanna qu'on découvre ces idées reçues sur les Amazones. L'aristocrate a tenu à être du voyage, et c'est par ses yeux que nous découvrons le fonctionnement de la sororité. Dans la deuxième partie du roman, c'est Magda qui découvre l'ordre des renonçantes, alors qu'elle se voit contrainte de prêter serment après s'être déguisée en Amazone pour voyager. L'un des premiers points abordés est celui de la tenue vestimentaire des Amazones. Elles sont connues pour s'habiller comme des hommes. Cette provocation est régulièrement relevée par les personnages croisant les Amazones. Et Dame Rohanna elle-même souligne cette singularité, je cite le texte, « Mais n'êtes-vous pas toutes habillées en homme, Kindra ?» qui lui répond « Vous trahissez votre ignorance de nos coutumes, Dame Rohanna. Je n'ai pas le temps pour le moment de vous expliquer toutes les coutumes et toutes les lois de notre guilde. » Et effectivement, le lecteur va devoir attendre plus tard une conversation entre Jaël et Magda pour en savoir davantage sur les habitudes vestimentaires des Amazones. Donc c'est Magda qui ouvre la conversation. « Je m'attendais presque à ce qu'on me dise que les Amazones n'étaient pas autorisées à porter des vêtements de femmes. » Jaël lui répond « Oh non, tu crois qu'on porte obligatoirement un pantalon comme les hommes, espèce de sotte ? Nous n'en mettons que lorsqu'il faut monter à cheval ou travailler comme des hommes. Mais dans la maison de la guilde, ou quand on travaille à l'intérieur, on porte ce qui nous semble confortable. Nous ne sommes pas tenus de porter quoi que ce soit en particulier. Nous refusons simplement d'accepter la règle sociale qui interdit aux femmes le port d'un vêtement confortable pour des raisons de modestie ou d'usage. » À ceci s'ajoute la coupe de cheveux des femmes des Amazones. Lorsqu'une femme prête serment aux renonçantes,
Elle doit se couper les cheveux pour marquer physiquement sa décision. Ce sacrifice capillaire est souvent mentionné dans les romans et laisse entendre que toutes les Amazones auraient les cheveux très courts. Mais comme pour les vêtements, le lecteur apprend qu'une fois le serment prêté, les Amazones sont libres de porter leurs cheveux à leur guise. Le deuxième stéréotype pouvant expliquer ce surnom terrien imposé aux renonçantes est celui de leurs compétences guerrières. En un mot, Montré, le supérieur de Magda, exprime cette idée reçue, je le cite, « Les Amazones libres, est-ce que ce ne sont pas des femmes soldats ?» Moi-même, je me suis intéressée aux Amazones de Bradley à cause de cette image de farouche guerrière accolée au nom Amazone. Mais dès la première partie du roman, ce stéréotype est renversé. Toutes les Amazones ne sont pas des guerrières, comme l'exprime l'une d'elles alors qu'elle s'apprête à aider une parturiente. « Ma foi, madame, nous gagnons notre vie en exerçant n'importe quel travail honnête, dit Rima. Croyez-vous vraiment que nous étions toutes guerrières et chasseresses ? La maison de la guilde de la ville d'Ariline, où j'ai reçu mon éducation, est spécialisée dans la formation des sages-femmes. Nous sommes les meilleures sages-femmes du pays. » Et c'est avec des termes similaires que Dame Roana répond à Montré. « On voit bien que vous ignorez tout d'elles, fit-elle. Oui, nombre d'entre elles sont des mercenaires, d'autres traquent le gibier, sont chasseresses, sont dresseuses de chevaux, forgeronnes. D'autres encore sont sages-femmes, laitières, confiseuses, boulangères, chanteuses de ballades ou vendeuses de fromage. Elles exercent n'importe quel métier honnête. » Les renonçantes dépassent ainsi le cliché de la tribu de femmes indépendantes pour former une véritable communauté de femmes aux talents variés. Si elles sont réellement indépendantes, ayant renoncé au droit à être protégées par des hommes, elles ne vivent pas exclues du reste du monde. L'ordre des renonçantes vit dans la société ténébrane, commerce et travaille avec les citoyens ordinaires de Ténébreuse, ce qui fait tomber le dernier stéréotype que nous évoquerons, la haine générale qu'éprouveraient les Amazones envers les hommes. Si la plupart d'entre elles ont effectivement un passé douloureux en lien avec les hommes, mariage forcé, viol, maltraitance, etc., si effectivement les renonçantes apprennent à se méfier des hommes, elles ne renoncent pas pour autant à les fréquenter, à les aimer et à avoir des enfants avec eux si elles le souhaitent. C'est encore Magda qui exprime à haute voix cette idée reçue et c'est Jaël qui lui répond. Je m'attendais presque à découvrir que les Amazones n'avaient pas le droit de s'intéresser en aucune façon aux hommes, après la façon si sévère dont Camilla m'avait prévenu de ne pas leur jeter un seul regard. Oh, ça, c'est uniquement quand il y a un travail à faire. Il m'est arrivé de travailler avec des hommes, et ceux-ci n'ont pas fait plus attention à moi qu'à un autre travailleur. Mais je sais également comment me comporter quand je désire être traitée par eux comme une femme. Finalement, les terriens, en donnant ce nom aux renonçantes, ont appliqué à une communauté de femmes la série de clichés bien connus sur les Amazones. Mais on assiste ici à une déconstruction de ces stéréotypes et à une réappropriation du terme pour désigner une véritable communauté de femmes devenues toutes des sœurs face aux hommes et à leurs lois. Une communauté fondée sur la liberté de choisir ses vêtements, son métier, ses partenaires, hommes comme femmes, choisir comment mener sa vie. Une liberté si essentielle qu'elle qualifie le nom d'Amazone, des Amazones libres. Pour finir ce développement sur les Amazones dans ce cycle de Bradley, j'aimerais évoquer une autre communauté de femmes créée par l'existence de Ténébreuse comme univers fictionnel, les autrices qui se sont emparées de l'univers de Ténébreuse pour écrire des nouvelles. Comme nous l'avons évoqué en introduction, plusieurs recueils de telles nouvelles existent, dans l'édition française en tout cas, et le premier édité se concentre sur les textes écrits sur les Amazones libres. Dans sa postface au recueil Les Amazones libres, Jacques Guammard revient sur l'histoire de ces nouvelles. Les romans s'ajoutèrent aux romans, et le moment vint où de jeunes fans se présentèrent aux conventions en tenue ténébrane. Des réunions se tinrent en marge des activités officielles. On fonda une société des amis de Ténébreuse, The Friends of Darkover, qui publia une lettre périodique, puis un fanzine, Starstone, dont le contenu fut réédité en 2 recueils. Le phénomène prit une grande ampleur quand Don Wellheim, impressionné par le succès de Ténébreuse, demanda à Marion de réunir les meilleurs textes de Starstone dans des anthologies périodiques où son nom serait associé à celui des jeunes auteurs qui partageaient son univers. Richard Saint-Gelais évoque également ce cas rare de fanfiction autorisée. Je le cite, « Il faut se tourner vers les rares cas d'univers partagés, ces ensembles transfictionnels qu'un auteur reconnu ouvre au développement fanique. La série Darkover, initiée par Marion Zimmer Bradley, mais à laquelle ont contribué plusieurs Friends of Darkover, est l'exemple le plus connu de ce fonctionnement. » Il est à noter que ces jeunes auteurs, pour le recueil Les Amazones libres en tout cas, sont exclusivement des femmes.
Ce recueil réunit 14 nouvelles, dont 6 sont de Marion Zimmer Bradley. Ces textes sont très variés et couvrent différentes époques, différents lieux et personnages dans l'univers. Si Bradley développe des personnages déjà apparus dans les romans, comme Dame Rohanna, Camilla, Jaël, d'autres nouvelles mettent en scène des personnages inédits. Les sujets sont divers, mais comme le dit Jacques Guammard, je le cite, « L'enjeu, c'est toujours la libération d'une femme, réussie ou manquée. » Renonçante ou non, jeune fille ou femme mûre, il s'agit toujours d'histoires de femmes, écrites par des femmes, histoires de communautés, écrites par une communauté de fans et de femmes. De plus, il est à noter que cette réception créatrice influence la production de l'autrice à l'origine de cet univers, puisque Bradley prend en considération les écrits de ces jeunes autrices. Et avec leur autorisation, certains sont entrés officiellement dans l'histoire de Ténébreuse. C'est le cas de l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, mais cet exemple n'est pas isolé. Toujours selon Jacques Guammard, dans le contexte créé par Starstone, elle reçut un texte faisant la jonction entre 2 de ses romans. Et cette fois, elle l'adopta. The Other Side of the Mirror de Patricia Floss ne fut publié que tardivement dans le recueil du même nom, mais Marion n'a jamais cessé de dire que cet ouvrage représente à ses yeux la vérité officielle sur une courte période de l'histoire de Ténébreuse. Cependant, il faut nuancer cette belle histoire de fanfiction devenue canon. Bradley a également connu des déboires judiciaires à cause de ses écrits faniques sur son univers. Richard Saint-Gelais relaie cette affaire dans son ouvrage, qui est également détaillé par Jim C. Hines sur son blog. Une fan, Jean Lamb, a publié une nouvelle. Marion Zimmer Bradley a voulu récupérer une idée. Ça s'est fini avec des avocats. On ne sait pas très bien comment ça s'est passé, mais en tout cas, ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, il faut noter que les textes non écrits par Bradley ne sont pas qu'accessoires. Ils peuvent être essentiels dans la construction de l'univers de Ténébreuse, ce qui confirme l'idée qu'autour de Marion Zimmer Bradley s'est formée une communauté d'Amazon écrivaines. Pour conclure, si Bradley exploite le terme Amazon ainsi que la série de stéréotypes l'accompagnant, c'est pour mieux revaloriser leur image. Il ne s'agit pas que d'une tribu de femmes indépendantes, homasses et violentes, mais bien d'une communauté de femmes cherchant avant tout à être libres de toute contrainte, ou mieux encore, à être libres de choisir quelles contraintes elles sont prêtes à accepter. Cette montée en puissance des femmes dépasse les frontières du livre pour prendre forme dans la relation auteur-lecteur qui n'est plus ici unilatérale. De véritables échanges sont possibles, les lecteurs enrichissant des univers créés ou découverts, pour reprendre les propos de Bradley. Ces échanges forment une communauté très active. C'était déjà le cas avant l'ère d'Internet, grâce aux fanzines, aux courriers et aux conventions, mais l'existence aujourd'hui des réseaux sociaux, des blogs et d'autres moyens de partage d'univers, que l'on pense aux dessins, aux fanarts, aux vidéos, aux forums, aux jeux de rôle, etc., renforce cet aspect communautaire. Pour prendre un tout autre exemple, on peut penser aux Potterheads autour de l'univers d'Harry Potter. Mais la particularité de ce phénomène autour de Ténébreuse reste la figure centrale de cette communauté formée par Bradley et ses lecteurs, l'Amazone. Figure antique, métamorphosée en symbole d'affirmation de soi comme femme, la communauté des renonçantes a pris chair et corps dans la communauté des Friends of Darkover. Je vous remercie.